Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au Cameroun. Après le dernier sommet tenu en 2021 par visioconférence, les dirigeants de la sous-région se sont retrouvés en présentiel à Yaoundé. Un sommet marqué notamment par la passation de flambeau entre le président camerounais Paul Biya et son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra à la tête de la CEMAC. La mise en place annoncée du dispositif Trade Verification System en Namibie, un outil mis au point par la Banque centrale et l'Agence namibienne des revenus en vue de lutter contre les flux financiers illicites. Et puis l'inauguration au Rwanda du stade Pelé, une cérémonie organisée en marge du 73e congrès de la FIFA qui s'est tenu à Kigali. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les électeurs de retour aux urnes au Nigeria. Après l'élection présidentielle du 25 février, les Nigérians sont de nouveau appelés à se rendre ce 18 mars dans les bureaux de vote pour élire leur gouverneur. Si ce scrutin concerne l'élection de 28 gouverneurs, les regards devraient surtout être tournés vers Lagos, une mégalopole stratégique qui concentre à elle seule 20 millions d'habitants. Lors de la présidentielle, Peter Obi, issu du Labour Party, était arrivé en tête. Pour l'élection des gouverneurs, c'est Gbadebo Rhodes-Vivour qui se présente sous les couleurs du LP. Le Cameroun a abrité ce 17 mars la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Réunis à Yaoundé, les dirigeants de la sous-région ont planché sur plusieurs thématiques. Le rôle de la Centrafrique au sein de la CEMAC, l'avenir du franc CFA ou encore les conséquences économiques de la guerre en Ukraine étaient notamment au cœur de leurs travaux. Un point avec notre envoyée spéciale au Cameroun, Corinne Kamsoyone. Les travaux du 15e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC se sont tenus dans un contexte de crise mondiale généralisée due aux effets de la crise du Covid-19, mais aussi du conflit russo-ukrainien. Si on peut saluer la résilience des économies de cette région, qui ont renoué tant bien que mal avec une croissance positive, les recommandations issues de ces travaux montrent que les défis restent importants. Ces recommandations permettront, entre autres, d'avancer sur le programme de réforme économique et financière avec les projets intégrateurs, d'améliorer le financement de l'institution par le recouvrement optimal de la taxe communautaire d'intégration, mais aussi d'accélérer le processus de fusion attendu des communautés économiques d'Afrique centrale pour une meilleure interaction avec le vaste marché africain. Bien entendu, ces chantiers qui ont pour finalité de consolider l'intégration des personnes, des services et des biens dans un esprit de solidarité et pour le développement doivent s'appuyer sur la bonne gouvernance et la sécurité. Des objectifs qui vont bénéficier d'un autre dynamisme avec le nouveau leadership incarné au sommet par le nouveau président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, qui a succédé au président camerounais Paul Biya. Et avant la tenue de ce sommet, les pays de la sous-région ont célébré ce 16 mars la 14e édition de la journée CEMAC, une célébration placée sous le thème « Valoriser le capital humain pour une CEMAC émergente ». À cette occasion, le président Paul Biya a donné un discours dans lequel il a entre autres insisté sur la nécessité d'améliorer le cadre de vie des populations. Les détails avec Joël Balou. La plupart des pays d'Afrique centrale envisagent d'avoir des économies émergentes dans moins d'une décennie. La question du capital humain a donc été retenue le 16 mars pour la célébration de la journée de la CEMAC. Placée sous le thème « Valoriser le capital humain pour une CEMAC émergente », cette journée, comme l'indique le président de la République du Cameroun, Paul Biya, se donne pour objectif d'examiner les défis de développement durable en Afrique centrale. Le plaidoyer du chef de l'État camerounais pour la valorisation du capital humain rejoint les aspirations du programme économique régional de la CEMAC qui ambitionne de développer une offre compétitive dans la formation supérieure, une formation technique de rang international et une formation professionnelle assurant l'insertion.
L'on peut noter la mise en place du programme de construction de l'espace CEMAC de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle. Nous devons mettre un accent particulier sur tout ce qui concourt à l'amélioration du cadre de vie de nos citoyens. Les meilleures offres de formation adaptées aux besoins de l'emploi doivent être accessibles à tous. Depuis mars 2019, le président Paul Biya, avec l'appui de ses pairs, a consenti plusieurs efforts en matière de développement du capital humain. Sur les 12 institutions spécialisées et agences d'exécution de la CEMAC, 5 œuvrent en faveur de la formation des ressources humaines. Il est dès lors permis de penser que les présentes assises nous donnent à nouveau l'occasion d'échanger et d'arrêter des mesures complémentaires pouvant consolider le redressement économique de notre sous-région. Ceci en ayant à l'esprit que notre objectif commun demeure l'accélération de la croissance pour répondre aux attentes légitimes de nos populations et particulièrement des jeunes en matière d'emploi. Si cette année un accent particulier a été mis sur le développement du capital humain, il faut dire que la CEMAC reste toujours confrontée à plusieurs défis qui entravent le développement économique de l'institution, notamment la libre circulation des personnes et des biens, la finalisation des réformes institutionnelles, la question de la fusion entre la CEMAC et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Des problématiques débattues le 17 mars à Yaoundé au sommet des chefs d'État de la CEMAC. L'actualité, c'est aussi l'Angola qui déploie ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo, secouée par une crise sécuritaire. Ce 17 mars, le Parlement a donné son aval concernant le déploiement sur le terrain d'au moins 500 soldats, un texte voté à l'unanimité. Dans les détails, le contingent angolais opérera au sein de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est, et ce pour une durée de 12 mois. Les militaires seront déployés dans la province du Nord Kivu, une zone placée sous état de siège et où les rebelles du mouvement du 23 mars sèment régulièrement la terreur. L'actualité nous emmène également au Zimbabwe, où la justice n'a pas donné raison à Job Sikala. Ce député de l'opposition, emprisonné depuis juin 2022, a vu sa demande d'acquittement être refusée. Selon une source judiciaire en charge du dossier, les preuves contre lui sont accablantes. L'opposant issu de la coalition des citoyens pour le changement est accusé de troubles à l'ordre public. En cause, une vidéo faisant référence au meurtre de la militante politique More Blessing Ali. En mai 2022, elle avait disparu avant que son corps ne soit retrouvé le mois suivant. En Namibie, les autorités redoublent d'efforts pour lutter contre les flux financiers illicites. C'est dans cette optique que la Banque centrale du pays et l'Agence namibienne des revenus ont mis en place un dispositif baptisé Trade Verification System, un outil qui devrait être effectif dès octobre 2023. Ce système permettra également de surveiller les recettes d'exportation. Les explications de Mildred Diamou. La Namibie s'emploie à réduire les flux financiers illicites grâce au numérique. Un système de contrôle dénommé Trade Verification System, introduit par l'Agence namibienne des revenus et la Banque de Namibie, devrait être opérationnel en octobre 2023 pour endiguer les sorties financières illicites dans le pays. Le système de vérification aidera à concilier le transfert transfrontalier de fonds avec le mouvement de marchandises dans le pays. Tout ce qui est importation et exportation sera davantage mieux cerné. Un tel dispositif permettra à l'État, par exemple, de mieux calculer ses taux de réalisation budgétaire avec un niveau de réserve de change bien géré également et par voie de conséquence des recettes budgétaires qui vont augmenter et seront davantage mieux gérées en les affectant à des services qui en ont le plus besoin. La lutte contre les crimes financiers demeure un enjeu de développement dans plusieurs pays africains. Les données de Transparency International montrent qu'en 2022, la Namibie a enregistré un score de 49 sur 100 par rapport à l'indice de perception de la corruption. L'initiative fait partie des efforts entrepris par le pays d'Afrique australe, visant à se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Elle devrait servir d'outil de surveillance électronique des recettes d'exportation, améliorer le recouvrement des taxes et prélèvements liés aux importations, réduire ainsi l'évasion fiscale et la fraude liée au droit à l'importation.
La mise en œuvre du Trade Verification System facilitera entre autres l'identification des auteurs potentiels de sorties illicites par les régulateurs et fournira ces renseignements pour des enquêtes plus approfondies et une éventuelle condamnation conformément aux différentes lois. Avec ce nouveau dispositif de lutte contre les flux financiers illicites en Namibie, la Namibia Revenue Agency annonce la mise à niveau du système mondial automatisé de données douanières Sidonia, avec l'introduction d'un champ permettant aux commerçants de déclarer les transactions commerciales en devises étrangères. Les commerçants seront également tenus d'insérer un numéro de facture sur le formulaire de dédouanement de l'agence, ce qui permettra au système de faire correspondre les marchandises déclarées à la douane avec le paiement effectué dans une banque commerciale. Focus à présent sur le projet minier Mbalam-Nabeba, un projet situé à cheval entre le Cameroun et le Congo et qui comprend notamment la construction d'une voie doublement ferrée longue de 510 km. Cette ligne se reliera à Swanké, au nord-ouest du Congo, au port de Kribi. Nathalie Mou. Entre le Cameroun et la République du Congo, le fer soude les liens d'intégration. Les deux pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale exploitent conjointement le gisement de fer de Mbalam-Nabeba, situé à leur frontière commune. Ce projet structurant de l'objectif global émergence Cameroun 2035 porte sur la production annuelle de 35 millions de tonnes de fer sur 12 ans, avec la création de 11 000 emplois directs et indirects. Le projet avance. Nous avons fini toute la partie administrative des accords. Comme vous le savez, nous avons décidé les deux États de commencer les travaux des infrastructures du côté camerounais parce que c'est plus facile et c'est plus court. Ensuite, nous allons attaquer le développement de la mine et les travaux sont pratiquement en cours. L'exploitation du gisement de fer de Mbalam-Nabeba conduit à la construction d'une panoplie d'infrastructures économiques. Autour de ce plan, le Congo et le Cameroun sont reliés par 312 km de route sur le corridor Yaoundé-Brazzaville depuis 2020. Le 2 mars 2023, les deux pays ont signé un accord pour le lancement d'un projet de construction de 510 km de chemin de fer entre la ville portuaire de Kribi au sud du Cameroun et le district de Swanké au nord du Congo pour une valeur de 5 400 milliards de francs CFA. Le Congo est en train de chercher une voie économiquement viable pour évacuer les produits miniers. Kribi et donc le Cameroun aura une clientèle et donc du flux aussi bien en matière qu'en argent sur son port qu'il désire absolument rentabiliser. Il est donc dans l'intérêt des deux parties de pouvoir avoir cette voie de communication et cette activité économique qui profite aux deux parties. Les réserves estimées du gisement de Mbalam-Nabeba sont chiffrées à plus de 480 millions de tonnes de minerais. Les caractéristiques du fer de Mbalam-Nabeba en font un produit de qualité supérieure de référence mondiale en la matière, selon des experts. Ce projet minier, lancé en 2012, a connu de nombreux soubresauts auxquels les deux États ont toujours apporté des solutions diplomatiques, pilotées par les présidents Paul Biya du Cameroun et Denis Sassou Nguesso du Congo. Le Rwanda et la Fédération internationale de football association rendent hommage au Roi Pelé. Un stade qui porte le nom de la légende du football brésilien a été inauguré le 15 mars en présence du président rwandais Paul Kagame et de Gianni Infantino, réélu patron de la FIFA. Une cérémonie qui s'est déroulée la veille du 73e congrès de la FIFA à Kigali. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. C'est une image très rare du président du Rwanda en tenue de football. Paul Kagame n'avait plus joué au football il y a plus de 40 ans, comme il a révélé. Ce 15 mars, le président rwandais a dirigé une équipe rwandaise composée de légendes du football contre celle de la FIFA dirigée par son président Gianni Infantino. L'équipe de Paul Kagame finit par triompher 3-2, un moment unique et historique dans le football rwandais. Je dirais que nous sommes chanceux d'avoir un président qui se soucie du développement du sport et notamment le football. C'est vraiment un grand honneur de voir toutes ces grandes personnalités du monde sportif ici dans notre pays. Ils sont venus nous soutenir à développer le football, mais en général comme un sport, mais aussi comme un moyen de rassembler les gens. Ceci est pour nous un challenge, si bien que nous savons que notre niveau en football n'est pas au top. Nous voudrions bien nous améliorer et ceci nous encourage
encourage car nous sommes sûrs du soutien que nous avons. Le match s'est joué au stade de Kigali, dont le nom venait d'être changé. Il sera désormais le stade Pelé de Kigali, renommé pour rendre hommage au joueur légendaire de football et ancien ministre des Sports du Brésil, décédé en décembre 2022. Pour les légendes qui ont participé à ces événements, les légendes se doivent d'inspirer les jeunes talents, notamment en Afrique. On veut donner de l'espoir, il faut croire en ses rêves. Et je pense qu'à l'heure actuelle, l'Afrique a vraiment une énorme capacité physique, morale, technique. Et puis bien sûr, il y a maintenant de plus en plus les infrastructures qui vont avec. Donc ouais, les enfants ont plus de possibilités justement de réussir. Mais le tout, il faut l'entourer de travail, d'humilité, d'abnégation et surtout de respect de ce qu'on fait. C'est en marge du 73e congrès de la FIFA qui s'est tenu à Kigali ce 16 mars que toutes ces activités ont été organisées. Une fierté pour le Rwanda qui investit massivement dans l'économie du sport depuis quelques années de pouvoir accueillir un tel événement, le 4e pays à pouvoir le faire sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.